100 milliards de dollars en moins d'un an. BP, Total, Shell, ces entreprises ont toutes doublé leurs bénéfices. Leur point commun, elles produisent toutes de l'énergie. En un an, rien que le gaz a été multiplié par 12. Face à la flambée des prix, des ménages s'endettent, des entreprises font faillite, et la crise menace d'être pire qu'en 2008. Alors on a essayé de savoir pourquoi, quand les géants de l'énergie se portent aussi bien, l'Union européenne est au plus bas. Pourquoi, alors que la guerre en Ukraine révèle l'un des plus gros points faibles de l'Europe, rebalancer les choses est plus compliqué qu'il n'y paraît. Pour savoir comment on en est arrivé là, il faut d'abord que je vous parle du gaz. L'Union européenne a une relation particulière avec lui. Elle n'en produit presque pas et pourtant, elle en a fait la pierre angulaire de son système énergétique. Pour bien comprendre comment ce combustible arrive jusque chez nous et pèse sur nos factures, on a imaginé notre propre entreprise fictive. Habilement nommée Fossil Green, c'est une multinationale reconnue dans le monde entier et justement, elle est implantée en Europe. Comme ses concurrents, Total, Shell ou BP, Fossil Green extrait et produit du gaz. Son gaz est vendu sur différents marchés à travers le monde, à des fournisseurs, d'autres entreprises qui servent de relais avec le client final. Sur ces marchés, la valeur du gaz est fixée par deux variables. La quantité que Fossil Green et ses concurrents sont capables de proposer, c'est l'offre, et ce que les fournisseurs sont prêts à débourser pour sustenter leurs clients, c'est la demande. Jusque-là, rien de bien compliqué, c'est la loi du marché. Par exemple, en pleine pandémie du Covid-19, la demande mondiale en hydrocarbures était si basse que les producteurs ne vendaient pas assez pour couvrir leurs dépenses. Mais avec la reprise économique qui a suivi, la demande en gaz a augmenté, et donc sa valeur. C'est une sorte de balance qui penche une fois d'un côté, une fois de l'autre, et qui en temps normal se corrige toute seule. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas en temps normal. Fin 2021, les troupes russes s'amassent aux frontières ukrainiennes. Les tensions montent et les Européens font peser le spectre de sanctions économiques sur la Russie. Mais elle aussi a de quoi faire pression en retour. Son principal levier, c'est le gaz. Environ 40% du gaz qui circulait dans l'Union européenne provenait de la Russie et de sa société Gazprom. En un claquement de doigts, elle pouvait réduire ses livraisons, voire les couper. Sur les marchés gaziers européens, c'est la panique. Ça perturbe les anticipations des marchés en termes de prix et ces anticipations ont un effet sur les prix eux-mêmes. Un peu comme le papier toilette en plein Covid, les fournisseurs se ruent sur le gaz. L'offre diminue et la demande augmente, donc les prix augmentent. La balance penche, mais ne bascule pas encore. Le 24 février 2022, la Russie passe à l'action. Dans les semaines qui suivent, l'Union européenne met ses menaces à exécution, et la Russie, elle aussi, contre-attaque. Gazprom réduit ses livraisons de gaz au minimum et menace de couper 4 gazoducs qui fournissent l'Europe. Les fournisseurs européens sont en panique. Sur le marché, ils se tournent vers des entreprises comme Fossil Green pour compenser le manque de gaz russe, mais Fossil Green offre déjà tout le gaz qu'elle est capable de produire. Pour être sûr de ne pas en manquer, les fournisseurs enchérissent coûte que coûte. En un an, le prix du gaz explose. En coupant l'apport à son principal client, la Russie a soudainement rendu le gaz beaucoup plus rare. Sur les marchés, la balance bascule complètement. Ce phénomène, les économistes l'appellent le choc d'offres. Ça entraîne les distributeurs à augmenter leurs marges et les consommateurs à absorber tout le choc. Fossil Green, Total ou Shell vendent du gaz beaucoup plus cher qu'avant. Mais ils ne payent pas spécialement plus cher pour en produire. Grâce à ça, leurs profits ont doublé en un an. Du côté des fournisseurs, on s'approvisionne en partie avec ce gaz plus cher. Mais comme n'importe quelle entreprise, on ne veut pas perdre d'argent. Alors si le gaz est plus cher, on répercute ce coût sur le client final. Ici, à Bruxelles, par exemple, les factures ont plus que doublé en un an. La balance du marché s'est déséquilibrée face à la raréfaction subite du gaz. Et mécaniquement, les producteurs s'enrichissent alors que les citoyens payent le prix fort. Le choc d'offres ne touche pas seulement le gaz, mais d'autres matières premières en pénurie, comme le bois ou les puces électroniques. Mais comme je vous le disais, le gaz est au cœur d'un système européen très complexe, parce qu'il participe à la fixation du prix de l'électricité.
Pour générer de l'électricité, on pioche dans différentes technologies. Le renouvelable comme les éoliennes et les panneaux solaires, les centrales nucléaires, ou encore les centrales à gaz. On n'active pas toutes ces technologies en même temps. En fait, il y a un ordre spécifique qui va de la moins chère à activer à la plus chère. La moins chère et la première, c'est le renouvelable, puisque le vent et le soleil sont naturellement à notre disposition. Quand ces ressources ne suffisent plus pour répondre à la demande en électricité, on passe au nucléaire. Mais en période de forte demande, quand les gens rentrent du boulot, à la même heure, se mettent à regarder la télé ou cuisinent, le nucléaire ne suffit presque jamais. Alors on fait appel aux centrales à gaz. Comme c'est la dernière technologie qui intervient, c'est elle qui fixe le prix du client. Son coût de production dépend directement du coût du gaz. Il y a le rendement entre les deux. Et donc si le prix du gaz augmente, le prix de l'électricité va augmenter. À la base, ce système a ses avantages. Plus le prix du gaz est haut, plus l'électricité est vendue cher par toutes les technologies qui le précèdent. Une firme d'énergie solaire pourra par exemple investir dans beaucoup plus de panneaux solaires, et donc produire beaucoup plus d'électricité. Si le renouvelable prend plus de place, ça retarde l'activation du gaz et les prix baissent. Sauf que là, tout est allé trop vite. Si le prix du gaz, comme on l'a vu dans les 6 derniers mois, explose, il y a un problème pour le consommateur, et puis l'investissement, il ne va pas se faire à la minute. Les producteurs d'électricité profitent du même choc d'offres que les producteurs de gaz, et ils n'ont pas le temps de réinvestir pour réguler le prix. Du côté des clients, c'est la double peine, et face à la flambée des prix, l'économie tourne à l'arrêt. Certains ménages ne peuvent plus se permettre de dépenser comme avant. Moins de pouvoir d'achat, c'est aussi moins de recettes pour les magasins. Et pour ne pas produire à perte, certaines usines sont contraintes de fermer leurs portes. Le risque, c'est que cette crise de l'énergie soit pire que la crise économique de 2008 dont on se remet à peine. On est sur un niveau de crise beaucoup plus important, parce que ça touche toutes les économies européennes en même temps. La perte de son principal importateur de gaz et une guerre à ses portes ont su mettre l'Union européenne en déroute. Jusqu'à présent, elle ne produit que 10% du gaz qu'elle consomme, alors que c'est littéralement la matière première qui dicte le prix de l'énergie. Manifestement, ce système ne convient plus. Alors chaque étage est à revoir, à commencer par la dépendance du prix de l'électricité au gaz. C'est de se dire on garde plus ou moins la même organisation du marché de l'électricité, mais on change le mécanisme de formation des prix sur le marché de gros. Seconde solution envisagée, diminuer l'importance du marché journalier trop instable en temps de crise et favoriser des contrats fixés à l'avance sur plusieurs années. Une solution pour ça serait en fait de changer un peu le modèle de libéralisation du marché, donc ne plus avoir une multitude de fournisseurs. S'il n'y a qu'un seul fournisseur, plus besoin de se battre pour fournir le client au meilleur prix. Donc moins de prise de risque et moins de déséquilibre sur les marchés. Des réflexions sont ouvertes sur ces ajustements, mais revoir le système en profondeur prend beaucoup de temps. Pour éviter le scandale économique et social pour les hivers à venir, les États européens doivent trouver des solutions beaucoup plus rapides. La première solution est la plus simple, mais la plus risquée. Belgique, France, Allemagne, tous planchent sur des aides sociales et des subsides, pour couvrir une partie des factures des citoyens ou rénover des maisons mal isolées par exemple. Grâce à ça, le poids de la crise sur les ménages et les entreprises diminue. Ils peuvent dépenser leur argent autre part et l'économie reprend du poil de la bête. Sauf que cette solution ne fonctionne que très temporairement. À cause de la pandémie, beaucoup d'États ne peuvent plus se permettre de dépenser de l'argent public. Et maintenant, malheureusement, avec l'inflation, les banques centrales ont augmenté les taux d'intérêt. Donc bien sûr, ça va avoir un coût important. Deuxième solution, faire en sorte que l'énergie n'atteigne pas un certain prix. Pour ça, il y a différents outils comme l'interdiction de la vente de l'énergie passé ce prix, mais ça implique d'avoir un assez gros poids face aux producteurs qui peuvent facilement se passer d'un seul État. L'autre outil, plus simple, consiste à aider financièrement les fournisseurs et les producteurs d'énergie pour les forcer à la vendre moins cher. Mais comme les aides, ça implique de dépenser de l'argent public, d'autant plus que Shell, Total ou Fossil Green continuent tranquillement de profiter de la situation. It is immoral for oil and gas companies to be making record profits from this energy crisis on the back of the poorest people and communities and at a massive cost to the climate. Entre alors la troisième solution, la plus compliquée mais la plus efficace. Faire contribuer directement les géants de l'énergie
à l'effort commun. C'est compliqué parce que ces entreprises n'ont pas provoqué la crise, elles ont juste profité d'un système préexistant. C'est peut-être immoral, mais c'est pas illégal. Subsidier, plafonner, taxer n'est pas impossible. Mais face aux géants de l'énergie, ces solutions sont difficilement viables à l'échelle d'un seul pays. Alors les 27 États européens ont décidé de régler cette crise ensemble. Our proposal also includes the fossil fuel electricity producers who have to give a crisis contribution, and overall our proposal will raise more than 140 billion euros for member states to cushion the blow direct. Deux fois plus de profits d'un côté, des factures 2 fois plus chères de l'autre. Les sanctions russes révèlent les faiblesses du marché européen de l'énergie. Pour passer les prochains hivers, les États membres misent sur la participation de ceux qui en profitent le plus. Mais pour éviter qu'une telle situation se reproduise, ils doivent revoir leur approvisionnement en énergie, qui repose encore trop sur le gaz, qu'ils ne produisent presque pas. Une réduction qui va de pair avec l'objectif zéro carbone en 2050. Des solutions existent pour se passer du gaz, comme l'investissement massif dans le renouvelable ou encore la prolongation du nucléaire. Mais elles font encore l'objet de vifs débats. Alors au final, une alternative s'impose. Consommer moins. On a toujours raisonné en disant il faut que ces 40% disparaissent. Mais en fait, c'est la taille du camembert qui doit rétrécir.